Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La CAN connaît maintenant ses deux finalistes, on aura une superbe finale entre le Maroc et le Sénégal. Et je voulais m'intéresser sur la chaîne à au moins un match de cette CAN, et j'avoue que j'avais ciblé depuis un petit moment ce Nigeria-Maroc comme le match que je voulais absolument suivre. Et honnêtement, j'ai pas été déçu. C'est vrai que c'était plus un match, je pense, pour les analystes puristes du foot que pour le grand public. Parce que voilà, 0 but marqué, un scénario jugé un peu bancal par certains. J'ai même entendu certains analystes parler de purge. Mais pour le coup, pour moi qui aime bien la tactique un peu approfondie et voir un petit peu le chemin qu'a fait le football africain depuis toutes ces années, j'ai trouvé ce match-là hyper intéressant pour plusieurs raisons. Donc voilà, je voulais parler de tout ça avec vous et surtout faire un petit bilan à la fin de où en est le foot africain et à quel point il est encore loin des fédérations comme celle de l'UEFA et celle de la CONMEBOL. Parce qu'honnêtement, là, ce qu'on voit sur ce match-là, je pense que c'est le chemin à suivre pour l'Afrique. Et je suis de plus en plus certain que c'est vraiment la fédération qui a le plus progressé sur les 10 dernières années. Jusqu'où cette fédération peut aller, on parlera de tout ça en fin de vidéo. On commence donc directement l'analyse par les compos. Côté Nigeria, on avait du classique avec la colonne vertébrale Bassey, Iwobi, Lookman, Osimhen, évidemment. On mentionnera d'autres joueurs pendant l'analyse qui ont été plutôt intéressants. Et côté marocain, là aussi, c'est du classique en l'absence de Romain Saïs. On avait toujours Massina en défense centrale. Hakimi, bien de retour depuis quelques matchs dans cette CAN. El Kabi, le funambule en attaque. Et voilà, Ibrahim Diaz, le MVP, sur le côté droit. Ce match, j'ai eu envie de le découper en plusieurs actes, en plusieurs séquences, qui sont vraiment distinctes parce qu'il y a eu des évolutions tactiques en fait entre ces différentes séquences que j'ai trouvées hyper intéressantes. La première séquence déjà, c'est le début de match, c'est ce œil pour œil tout de suite. On sent que les équipes vont se rendre coup pour coup. Et ça commence tout de suite avec un ballon ici possédé par les Marocains qui sont en train de combiner sur le côté. Et on voit le pressing nigérian se mettre en place petit à petit avec ici ce joueur qui est en train de foncer sur le latéral gauche sur Mazraoui. Mazraoui qui a vraiment fait un très gros match d'ailleurs. Voilà, qui oblige Mazraoui à repasser par l'arrière. Et là on voit que la pression avec son leader de pression Osimhen va être constamment mise par le Nigeria pour empêcher les Marocains dans un premier temps de développer leur jeu. On est à 1 minute de jeu, le message il est clair. On n'est pas venu en victime, on n'est pas venu pour se laisser faire. Donc ici, les Marocains qui tentent de combiner dans le cœur du jeu, mais tout de suite la mâchoire nigériane se referme petit à petit sur les Marocains, et on voit qu'ils arrivent à créer dans cette zone une supériorité numérique. On a un 5 Nigérians pour seulement 3 Marocains, ce qui les oblige à repasser à nouveau par l'arrière. Et là c'est pareil, hein, on a du 2 pour 2 avec Osimhen qui angle très bien sa course, hein, qui fait mine de potentiellement couper la passe vers le gardien, mais surveille le joueur côté. Ça va être mis pour Bounou, pressé par Accord Adams. Bounou qui ressort sur Massina, je crois. Osimhen poursuit sa pression et on va avoir ce dégagement en touche directement des Marocains. Le pressing a fonctionné sur cette phase. Les Marocains comprennent que, ok, ça va pas être aussi simple que les matchs précédents. Osimhen qui applaudit ce premier pressing réussi par son équipe. Et je voulais justement faire une parenthèse et m'arrêter sur une chose. C'est cette note mise par le journal L'équipe à Osimhen, cette note de 3. Et je voulais discuter de ça avec vous parce que je voulais avoir un avis, peut-être dans les commentaires, dites-moi. Mais perso, le match d'Osimhen, je l'ai trouvé vraiment très bon. Pour le coup, pas forcément avec ballon, mais en fait, c'est plutôt ce qu'il a insufflé à son équipe pendant tout le match. Le niveau d'énergie, de combativité, de détermination qu'il a mis pendant tout le match, je trouve que c'est vraiment une prestation d'un leader d'équipe qui a permis à son équipe d'y croire de la première à la dernière minute. Et je l'ai trouvé vraiment impressionnant au niveau des efforts qu'il a fournis, du nombre de courses de pressing qu'il a faites pendant le match. Je l'ai trouvé vraiment très impressionnant. Et je trouve que des fois, cet apport-là sans ballon, il est un peu trop sous-évalué dans le foot. Et là, pour le coup, lui mettre 3, je trouve que c'est vraiment une beaucoup trop grosse sanction. À la limite, je peux comprendre qu'avec ballon, tu te dis son match a pas été dingue, même si honnêtement, il a été vraiment très bien pris par Massina, qui a fait un très bon match. Mais pour le coup, dans ces cas-là, j'aurais compris un 5 sur 10. Mais un 3 sur 10, j'arrive pas à comprendre cette note. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour moi, Osimhen, si j'avais dû le noter personnellement sur ce match, je serais pas allé en dessous de 6 sur 10. Parce que je trouve que ce qu'il a fait, ça a eu un impact tellement majeur sur ses coéquipiers que je peux pas mettre moins de 5 à un joueur comme ça. C'est pas possible. Côté Nigeria, on a dit que c'était du œil pour œil, dent pour dent. On est toujours dans la même minute, hein. C'est la continuité de l'action précédente, sauf que cette fois, le ballon est dans les pieds nigérians. Et tout de suite, hop, le pressing marocain qui se met en place, qui va ici récupérer un ballon très haut sur cette passe ratée. La contre-attaque marocaine n'aboutit pas, c'est récupéré par Calvin Bassey. Mais derrière, le Maroc ne stoppe pas son pressing, continue de mettre du monde proche des joueurs nigérians et va pousser le Nigeria à la faute. Avec ici cette très bonne interception de Saibari, je crois, qui va se retrouver à pouvoir avoir une position de frappe. Ça va être bien géré par la charnière nigériane. Mais voilà, tout de suite, les deux équipes se rendent
coup pour coup, et on sait qu'on va avoir un top match. Le deuxième acte, voire le deuxième axe de ce match, c'est la vision des deux coachs du football, qui était une vision tellement opposée que ça a donné un match magnifique à observer tactiquement, parce qu'on a clairement une équipe qui jouait uniquement pour et avec la largeur, et une autre ultra axiale, et du coup cette asymétrie dans les plans de jeu, ça a donné des séquences hyper intéressantes, donc on va regarder ça rapidement. Ici on voit donc le Maroc qui, grâce à la largeur, essaye d'étirer le bloc nigérian. Là ici il y a cette très bonne passe qui est donnée côté pour Ezal Zouli. Ezal Zouli qui revient dans l'axe. Hop, et là les Marocains qui ont fait un premier changement d'aile et qui vont en faire un second. En quelques passes, superbe contrôle ici, je sais plus de qui c'était dans cette position, mais il fait un contrôle vers l'arrière magnifique. Il écarte sur Brahim Diaz ensuite sur le côté gauche. Et Brahim Diaz qui va pouvoir faire son passement de jambe et lâcher une frappe qui va frôler le montant. C'est une première grosse occasion pour le Maroc et ça montre un petit peu comment la largeur ici a pris le pas sur l'axe nigérian qui est hyper renforcé. Regardez le nombre de joueurs qui sont dans l'axe. Le Maroc va devoir passer par les côtés pour prendre à défaut cette équipe nigériane. Côté Nigeria, là c'est vraiment l'axe et rien que l'axe. Regardez le nombre de joueurs qu'il y a dans l'axe du Nigeria. Ça fait penser un petit peu au plan de jeu de Newcastle avec Edio, un petit peu aussi à celui de City récemment depuis les changements faits par Guardiola. Là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8 joueurs du Nigeria qui sont dans cet axe et uniquement 2 qui font la largeur, et encore ils sont pas non plus collés ligne de touche. Donc là ici une première passe de Calvin Bassey, ça va arriver dans les pieds d'Onyedika. Onyedika qui fait un superbe 1-2 avec Iwobi, qui ressort, qui a fait une feinte de corps et élimine 3 joueurs marocains. Il se projette, super passe dans la profondeur pour Akor Adams. Mais Akor Adams c'est un petit peu léger, je vais pas m'étendre sur Akor Adams maintenant, on reviendra sur lui un peu plus tard. Mais voilà, là il va être bien pris et cette action va aboutir à rien finalement. Mais on voit comment le Nigeria exploite l'axe pour essayer de faire mal à ces Marocains. Acte 3. Il y a un changement qui s'opère. Et ça, je trouve ça assez impressionnant de voir une telle richesse tactique dans des matchs de la Confédération africaine. Non pas que je sous-estime la Confédération africaine, mais j'ai souvenir des anciennes CAN et du niveau de jeu qu'on y voyait et de ce qui était mis en place. Et là, honnêtement, au niveau de ce qui a été fait dans les plans de jeu et de ce qui a été mis en place par les coachs, pour moi, on est clairement sur du niveau Ligue des Champions. Et on est surtout sur un niveau vraiment supérieur à plusieurs sélections européennes, top sélection européenne, dans ce qui est fait, dans ce qui est produit, dans les plans de jeu, dans la tactique qui est mise en place. Là ici, l'ajustement qu'on voit en seconde période, donc il faut comprendre que le match s'est découpé en plusieurs périodes. Pendant les 15 premières minutes, les Nigérians ont été très athlétiques et étaient un peu plus tranchants que les Marocains, mais après le Maroc a vraiment repris le contrôle du jeu sur toute la fin de la première période, et du coup en début de seconde période, ça repart un peu avec le même scénario. Et à partir de la 50e minute, le Nigeria va changer d'approche. Regardez, ici, on est juste après la mi-temps et on voit de quelle manière le Nigeria décide d'attaquer le camp marocain. 4 joueurs ici et un double pivot au milieu pour ressortir. Sauf que les Nigérians, malgré ce double pivot, ils voient que la sortie de balle reste très compliquée et qu'à chaque fois qu'ils essayent de passer dans le cœur du jeu, la supériorité marocaine les met trop pas mal. Et du coup, à la 50e, il y a un changement tactique qui est fait. Fini le double pivot, on passe à un seul joueur dans l'entrejeu. Et en fait, de manière générale, le Nigeria abandonne complètement le cœur du jeu en se disant « Non, il faut qu'on saute cette zone si on veut être dangereux. Les Marocains sont trop forts dans cette zone. Il faut directement qu'on aille chercher les joueurs qui sont derrière cette zone pour espérer pouvoir faire sauter le verrou marocain. » Le Maroc, de son côté, comprend que c'est le plan de jeu et dit « Pas de problème, on accepte. » Les Marocains qui réduisent l'intensité de leur pressing, qui comprennent qu'au final, presser ce Nigeria, ça ouvre des poches d'espace dans le dos pour leur permettre des contre-attaques. Et les Marocains qui prennent le parti de se dire « Cette équipe n'arrivera pas à nous prendre à défaut sur jeu placé. Donc, laissons-les venir, on récupérera le ballon, et nous, sur jeu placé, on est meilleur qu'eux, on réussira à leur en mettre un de cette façon-là. » Au final, sur jeu placé, les Nigérians vont pas réussir souvent à trouver la solution, et quand ils vont le faire, ça va souvent passer par Iwobi. Iwobi qui est trouvé ici par Calvin Bassey et qui va faire cette course intérieure superbe en se servant des différents appels de ses coéquipiers qui sont du coup très nombreux aux abords de la surface. Et il va trouver cette poche d'espace pour faire une superbe passe pour Osimhen, mais Osimhen va être très bien géré par Massina et ça va rien donner. Massina qui a vraiment supplé Saïs parfaitement, qui fait vraiment une très grosse canne. On pouvait avoir un peu peur au début, mais vraiment chapeau à lui. L'acte 4, c'est que le Maroc prend définitivement le dessus, va multiplier les occasions, les frappes, en ne laissant pas grand chose aux Nigériens. Et il y a un homme qui va honnêtement éviter la défaite à son équipe dans le temps réglementaire, c'est Calvin Bassey, qui a fait un match extraordinaire. Un match que je range dans les plus grandes performances que j'ai vues de ma vie
d'un défenseur central facilement dans le top 10. J'ai rarement vu un tel niveau de domination d'un défenseur central dans un match. En fait, ça m'a rappelé les premiers matchs que j'ai pu voir de Van Dijk à Southampton, où j'avais été complètement bluffé. Ça peut rappeler aussi certains matchs de Thiago Silva que j'avais pu voir au stade des fois, et que je me disais, waouh, mais il est tellement injouable. Ben là, Calvin Bassey, sa performance, elle se range directement à côté de ces performances-là. C'était extraordinaire. Là, ici, il annule une première occasion sur El Kaabi. Alors, El Kaabi, il est qualifié, il va quand même faire des cauchemars de Calvin Bassey. Ce qu'il a subi pendant ce match, c'est juste phénoménal. Là, ici, il intervient bien devant El Kaabi. Un peu plus tard sur cette passe lobée, regardez le retard qu'il a au départ sur El Kaabi. Là, la passe, elle est parfaite sur cette récupération haute pour El Kaabi qui est lancé en profondeur. Calvin Bassey qui a un bon 1,50 m derrière El Kaabi. Il va le manger, faire opposition au épaule contre épaule, le bloquer complètement, permettre à son gardien de récupérer. Magnifique duel. Derrière ça, Iwobi, peut-être la seule fois du match où il est pris à défaut par le pressing de El Kaabi, qui s'en va tout seul. Là encore, c'est Calvin Bassey qui vient... sauver les meubles. Il revient encore sur El Kaabi et le bouffe une énième fois. Corps en opposition, parfait, solide sur les appuis, tombe jamais. Un match de patron. Statistiquement, c'est juste ultra impressionnant. 17 actions défensives réussies, 4 interceptions, 10 dégagements, 8 récupérations de balles, 8 duels gagnés sur 11 en tout, 0 fois dribblé. Ouais non, la performance de Calvin Bassey, là, elle se range vraiment très haut dans les performances de défenseurs que j'ai pu voir. Et rien que pour lui, c'est vraiment dommage qu'on voit pas ce Nigeria à la Coupe du Monde parce que... ouais. Et enfin, le dernier acte, c'est le courage. Le courage des joueurs marocains et de la jeunesse marocaine particulièrement. Perso, je suis pas fan d'envoyer des tireurs jeunes sur les séances de tir au but. Il y a trop de précédents qui montrent que ça peut être problématique. On se souvient de cette séance de tir au but de l'Angleterre contre l'Italie à l'Euro 2021, avec les ratés de Saka notamment, etc. Perso, je préfère toujours que ce soit des joueurs d'expérience qui les tirent. Et là, qui on voit se pointer directement pour commencer la séance, El Ainaoui, dont j'ai pas encore parlé, mais qui lui aussi a fait un match de patron. Il a fait un match de daron, El Ainaoui. C'est incroyable. Il a fait un match d'un mec qui a l'habitude de ce genre de match, alors qu'il n'en a pas l'habitude. Et là, il vient tirer le premier tir au but de son pays, à domicile, dans une demi-finale de Cannes, avec une tension, une pression maximale. Et il fait ça hyper proprement. Même derrière, Igaman, alors Igaman, il rate, mais il a le courage de se présenter. Ben Seguir, 20 ans, monégasque. Évidemment, il nous manque beaucoup, hein. Il nous manque beaucoup à l'AS Monaco, Ben Seguir. Et ouais, parfait, son tir au but. On l'arrêt superbe de Bounou avec ce déplacement en mode FIFA où il marche sur le côté en crabe avant de faire l'arrêt. Hyper rare de voir ça. Et puis, bon, bah, après les tontons qui ont terminé le travail, Hakimi et Nessiri. Bravo. De l'autre côté, le paradoxe avec le Nigeria, c'est que, ben, assez bizarrement, bah voilà, hein, les gens qu'on a sur les affiches. Bon, alors Brahim Diaz, il est sorti à la 107e minute. Il était complètement cuit physiquement, donc on comprend qu'il participe pas à la séance, etc. Mais la sortie d'Osimhen à la 118e minute, un peu spécial quand même de faire sortir un top joueur comme ça et de pas le faire participer à cette séance, c'est un peu bizarre. Et pareil, quand on réfléchit à c'est qui les top stars du Nigeria, bah on a Iwobi, on a Lookman, et eux deux, ils étaient encore sur le terrain. Alors peut-être que Lookman était le 5e tireur. Pour le coup, si c'est le cas, c'est une grosse faute professionnelle. Tu mets jamais ton meilleur tireur en 5e position. Hein. On a le précédent de Neymar contre la Croatie qui peut pas tirer le péno parce qu'il est en 5e position. Ça n'a pas de sens. Maintenant, on sait qu'il faut plus faire ça. Et Iwobi, pour le coup, il n'a pas participé à la séance. Donc, ouais, un peu dommage que les leaders du Nigeria n'aient pas pris les choses en main pour cette séance de tir au but. Mais voilà, au global, en tout cas, c'est une qualification largement méritée pour le Maroc. 16 tirs à 2, ils ont réussi à limiter l'armada offensive du Nigeria à seulement 2 tirs en 120 minutes. Ça, c'est une performance que je trouve exceptionnelle. Un seul tir cadré en plus, qui est arrivé assez tôt dans le match au final. Très grosse performance défensive des Marocains. Et très grosse performance tout court, hein. Ils ont vraiment contrôlé ce match et mérité de se qualifier. En plus de ça, ce qui est satisfaisant dans ce match, c'est qu'il n'y a pas eu de polémique arbitrale, il n'y a pas eu de pénaux bizarres, pas donnés ou donnés, il n'y a pas eu de carton rouge pour venir déséquilibrer un peu les forces du match, donc c'est une qualification à la régulière, largement méritée pour les Marocains. Vraiment, bravo à eux. Pour terminer,
c'est quoi l'avenir un petit peu de ce continent africain et de cette fédération, la CAF? La première chose qui m'a sauté aux yeux dans ce match, c'est le niveau technique individuel de tous les joueurs et le niveau global de la plupart des joueurs que j'ai trouvé vraiment très élevé. Mais il y a une chose qui était en dessous chez ces deux sélections, c'est le niveau des numéros 9. Alors évidemment, côté Nigeria, on a Osimhen qui est un top 9, un 9 de classe mondiale, mais du coup, s'ils partent dans l'idée d'une doublette, il faut que le second soit aussi bon. Et pour le coup, Akor Adams, je l'ai trouvé vraiment en dessous dans ce match. Il est beaucoup trop limité techniquement. Il a raté des choses assez simples en faisant des centres au quatrième poteau, en ratant des contrôles, en se faisant complètement manger systématiquement par les défenseurs marocains. Ouais, Akor Adams, c'est pas encore bon. Et le niveau d'El Kaabi, si un jour le Maroc veut prétendre à potentiellement remporter une Coupe du Monde, ce qui serait dingue, hein, il faudra forcément un 9 d'un tout autre Kaabi. Et donc voilà, donc l'avenir, ça va être intéressant parce que ça va être de regarder si chez ces deux sélections, il y a un talent à ce poste-là qui émerge. Et si ce talent finit par émerger, honnêtement, ces deux sélections seront vraiment très très complètes et un gros danger potentiel pour les équipes européennes ou d'Amérique du Sud. Et le Maroc va d'ailleurs l'être dès la Coupe du Monde qui arrive, malgré ça. Mais ouais, s'il y a un gros neuf qui émerge côté marocain, attention. Attention à cette sélection. La deuxième question que je me suis posée, c'est par rapport à l'évolution du foot africain et à l'évolution de cette confédération par rapport aux autres. Et j'ai retrouvé ce petit classement en 2017 qui classait la CAF derrière carrément la CONCACAF. C'est-à-dire que les sélections africaines étaient jugées moins bonnes que les sélections d'Amérique du Nord. Là, on était en 2017. Les fédérations de l'UEFA devant la CONMEBOL, bon ça peut paraître assez logique, sachant que c'est au coude à coude, mais que l'Afrique ait été il y a 8 ans en dessous du niveau considéré de l'Amérique du Nord, ça m'étonnait un petit peu. Et c'est plus du tout le cas aujourd'hui, on est en 2025, et la CAF, c'est devenu la 3e fédération considérée comme la plus forte, derrière la CONMEBOL qui est première, c'est-à-dire l'Amérique du Sud. Mais pourquoi? Parce que la CONMEBOL n'a que 10 équipes, comparé aux 55 équipes de l'UEFA, donc forcément le classement moyen, et il est supérieur, largement supérieur du côté de la CONMEBOL. Mais du coup, pour faire un vrai comparatif, il faut s'intéresser au top 10 de chacune des confédérations. Et si on regarde ce top 10, alors je ne vais pas comparer avec l'Europe, parce que c'est sûr que l'Europe, on est au-dessus, enfin les équipes sont au-dessus du niveau moyen africain, mais quand on regarde le top 10, dans lequel on a notamment la Colombie, qui est 3e et qui est honnêtement pas une équipe si top que ça en ce moment. L'Équateur, par exemple, ça me paraît au-dessus. L'Uruguay, qui est vraiment une équipe un peu imprévisible, qui est capable de faire des top performances, mais aussi de rater complètement certains matchs. Et après, Venezuela, Pérou, Chili, Bolivie, honnêtement, on va comparer au top 10 africain, je sais pas si c'est vraiment au-dessus. Le top 10 africain, c'est quoi? Le Maroc, bon ben eux, ils sont au top, clairement une équipe capable d'atteindre des quarts de finale, voire des demi-finales de Coupe du Monde. Le Sénégal, ils sont top aussi. L'Algérie, ils sont en reconstruction, je pense qu'ils n'ont pas le bon coach, Petkovic, j'y crois pas du tout. L'Égypte, honnêtement, c'est une équipe qui est de moins en moins bonne, mais qui a des talents individuels offensifs quand même qui ont émergé comme Marmouche. Mais bon, ça là, il est sur la fin. Le reste de l'équipe, c'est pas top. Le fond de jeu, c'est pas ouf. Le Nigeria, ben, ce qu'ils ont montré dans cette CAN, c'est impressionnant. La Tunisie, pareil, c'est pas dingue, mais ça passe et c'est toujours une équipe solide. La Côte d'Ivoire, c'est très fort. Le Mali, honnêtement, c'est pas mal du tout. La République démocratique du Congo, c'est très bien. Le Cameroun est en grosse progression. En fait, la question que j'ai envie de me poser et de vous poser, c'est est-ce que vous pensez que la fédération africaine va devenir meilleure que la CONMEBOL à terme au niveau du niveau moyen de son top 10. Honnêtement, je suis assez persuadé que ça arrivera un jour, mais la vraie question, c'est plutôt dans combien de temps. Parce que là, quand je vois à quel point la progression des équipes africaines est fulgurante, je me dis que si ça se trouve, dans 10 ans, on en sera déjà là. On en sera déjà à un stade où ça va vraiment sérieusement se taper avec les fédérations d'Am Sud. C'est pour ça que pour la Coupe du Monde qui arrive, je vais être particulièrement attentif à tous les matchs qui opposent ces deux fédérations, parce qu'honnêtement, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se joue entre le niveau des équipes sud-américaines qui est en train de baisser, hein. On n'a pas parlé des leaders, mais même le Brésil, on a un des pires Brésil de l'histoire, et le niveau des top teams africaines qui est vraiment en train d'augmenter. Donc voilà, je pense que l'avenir est radieux pour cette fédération. Cette CAN en est la preuve. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à savourer la finale. Sénégal-Maroc, qui va être juste le top 1 contre le top 2. Donc, au top.
Voilà tout le monde, c'est tout pour ce débrief sur ce top match Maroc-Nigeria. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Dites-moi ce que vous aussi vous avez remarqué dans ce match. J'ai pas forcément parlé beaucoup des prestations individuelles, juste certaines, mais dites-moi quels joueurs vous ont impressionné des deux côtés. Je pense notamment à des joueurs comme Saibari, dont j'ai pas beaucoup parlé, qui a fait des actions de grande classe dans le match. Voilà, dites-moi un peu ce que vous en avez pensé, et surtout, donnez-moi votre prono pour cette finale. Vous voyez qui remportait cette CAN, le Maroc ou le Sénégal? On se retrouve dimanche pour l'émission 20h30, ce sera pendant la finale, mais du coup on pourra débriefer la finale un petit peu après, puisqu'elle devrait finir vers 22h s'il n'y a pas de prolongation. On la débriefera dans l'émission entre 22h et 22h30. Et si vous n'êtes pas là pour l'émission, comme d'habitude, on se retrouve pour une analyse la semaine prochaine. Je vous souhaite de passer un super week-end. Ciao.